l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM avec aujourd'hui Manu Caillot, Valérie Lefort et Jeff Nunez. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. Alors avec une question aujourd'hui, le classement de l'ASM est-il en trompe-l'œil? Rappelons que les Clermontois, après 10 journées de championnat, occupent la 5e place du top 14, à égalité de points avec Montpellier, le Stade Toulousain et Toulon. Ils sont 3e quoi. Oui, ex-aequo. Messieurs, un rapide tour de table, le classement de l'ASM est-il en trompe-l'œil, Jeff? Non. Non. Valérie? Peut-être, mais c'est pas les seuls. Ils sont pas tout seuls. Ouais, je partagerai l'avis de Valérie également. Alors j'ai trouvé dans le Larousse deux définitions du trompe-l'œil. La première, c'est une peinture qui donne à distance l'illusion de la réalité. Et la deuxième, apparence flatteuse mais trompeuse. Alors quand vous voyez l'ASM jouer, est-ce que vous dites que les apparences sont trompeuses? Ouais, ça va au-delà de ça. Ouais. Aujourd'hui, le championnat n'est pas décanté, c'est clair. Et puis, il y a des choses. Une équipe comme Lyon, par exemple, dont on dit qu'elle survole le championnat, sur les 10 matchs, elle en a joué 6 à la maison. Et à l'extérieur, elle a pris 2 purges difficiles, à Clermont et là à Montpellier ce week-end. C'est la seule équipe à avoir joué 6 matchs à la maison. Donc c'est quand même 5 points de plus. Donc faut tout remettre dans le contexte. Voilà. Lyon avait moins d'internationaux pendant la Coupe du Monde aussi. Oui, il y a les internationaux et puis aussi il y a la densité de l'adversité. Oui, mais avec ou sans les internationaux, les points il y a d'autres choses aussi. Il y a encore d'autres choses. Les points sont pris, ils sont là. Donc, mais bon, faut attendre. Je pense que le vrai test pour Lyon, c'est le prochain match. Là, ils ont 2 matchs de Coupe d'Europe où ils sont quasiment éliminés. Donc, et ensuite, ils vont à Castres. Donc là, s'ils ne font pas quelque chose à Castres, ça fait une autre défaite à l'extérieur. Je pense que les positions risquent de se resserrer quand même assez vite. Bon alors, concernant l'ASM quand même, on est là pour parler de l'ASM. Oui, en parlant de Lyon et de Castres, bon courage à Castres. Hein. Castres qui est en danger, Jeff, je les envie pas. L'ASM, non, non, parce que c'est une équipe qui a récupéré, qui n'a pas encore d'ailleurs récupéré tous ses meilleurs joueurs, faut bien le dire. C'est une équipe qui est peut-être à 50-60% de son potentiel. C'est une équipe qui a aussi de la casse. Donc c'est pour moi ce classement là, 3e ex-aequo, 4e, ça le mettrait, si on arrêtait le championnat aujourd'hui, ça le mettrait en position de disputer un barrage, peut-être à la maison ou à l'extérieur, mais c'est pas en trompe-l'œil, c'est pas flatteur d'être à cette place-là quand on est Clermont, quand on a des ambitions élevées de se qualifier pour toutes les compétitions. Donc après voilà. là tu me parles d'un plan comptable. Oui, non mais le plan comptable il est important parce que la prochaine journée, l'ASM va à Toulon. Si tu ramasses et après les 2 confrontations à Basse. Voilà. Et si face à Basse. Donc le 22 décembre, tu vas à Toulon le dimanche soir. Si tu reviens à 0 et que les autres gagnent derrière, tu vas te retrouver les équipes, tu peux te retrouver 10, 12e très vite. Non mais donc ça ne va pas dire grand-chose pour l'instant. Les positions sont tellement serrées. Et c'est ça. C'est que il n'y a rien de décanté. Entre le 3e et le 12e, tu vas pouvoir me dire Martial, il y a 6 points. Alors 3e Montpellier à 24 points et il y a 6 points d'écart par rapport au 12e Castres, 12e 18 voilà. points. Ouais, voilà, 6 points, ça va très vite. C'est vachement serré. Donc sur l'autre, tu peux. Après, c'est au niveau du contenu qui. Voilà. C'est là où c'est intéressant, c'est que parce que t'es pas bon sur le contenu, c'est quand même pas extraordinaire, et t'es quand même là. Donc il n'y a pas le feu dans la maison. C'est une équipe à réaction. C'est une équipe à réaction, c'est une équipe qui a besoin d'être bousculée. C'est pas une équipe qui est dans la maîtrise totale de son jeu, qui impose son rythme, son tempo, qui fait sa loi sur les zones de ruck et les points de rencontre. C'est une équipe qui est à réaction. Et pour une équipe qui est à réaction, avec un effectif qui est chamboulé, avec des absents, des blessés, des joueurs de retour de Coupe du Monde qui ne sont pas encore au sommet de leur forme, je dis que ce classement, il est bon. Après, dans le contenu, oui, il y a certainement des zones, des axes de travail pour Azema et le staff, mais c'est une équipe qui certes a besoin d'être matchée, mais qui trouve toujours quand même la réponse et qui s'en sort malgré tout, surtout à domicile. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. On verra vendredi. Lorsqu'elle s'en sort, c'est quand même souvent en se basant sur ses individualités. Alors certes, clairement des joueurs de talent, c'est indéniable, mais on le voit encore samedi, c'est Ezeala qui sur une course arrive à débloquer une situation qui quand même était mal embarquée. Je suis d'accord avec toi Manu, c'est pas quelque chose, c'est pas collectivement que l'ASM réussit à inverser la tendance et à mettre à la raison l'adversaire, c'est sur des éclairs de certains joueurs. Tu parles de Ezeala ce week-end, on pourrait parler de Yato ou de Raka lors du dernier match lors du précédent match à domicile. Oui, c'est sur des éclairs de génie de ces joueurs à fort potentiel. Mais c'est peut-être
ça, tu te réfugies dans ce secteur-là quand collectivement tu ne trouves pas la solution. Et ben des fois c'est individuellement que tu le fais. Et comme, la preuve, alors, ça, je vais ça porte comme- ses fruits mais pour le classement. d'autres sont dans la même situation. Hein, Bien voilà. sûr, oui. Je vais vous citer sur Twitter, il y a Vincent qui est supporter de l'ASM, dont certains supporters commencent sérieusement à s'ennuyer, on l'a vu ce week-end. Alors Vincent écrit « La stérilité face aux grosses écuries est patente, l'efficacité des 3 quarts repose sur des coups d'éclat », ce que tu disais Jeff, insuffisant face aux équipes qui font la guerre dans les rucks et qui montent vite. Ça peut être un scénario Oui, puis t'es celui de coincé. vendredi à battre. Puis t'es coincé à certains postes, il n'y a pas de roulement. Un garçon comme Timani a été sur 9 feuilles de match sur 10 en championnat, il fait les 2 matchs de Coupe d'Europe, on l'a bien vu contre Agen, il est rincé. Tout de suite, il n'a pas de peps, il n'a pas d'énergie. Bon, alors ce qu'on disait, il va falloir qu'il fasse du jus cette semaine parce qu'il faut qu'il remette le couvert à Basse encore vendredi, c'est compliqué. Voilà, Vamina est suspendu, Gedrasiak est blessé, Merrick est toujours dans les limbes, Van Tonder est blessé. Voilà, c'est très compliqué. À certains postes, il n'y a pas de roulement. En 3e ligne, c'est pareil, il y a peu de roulement. Et puis bon, je pense qu'on m'enlèvera pas de l'idée que les garçons, malgré tout, ce match contre Agen, ça fait pas grimper au rideau. Donc, il y a eu 2-3 comportements de joueurs, on sentait qu'il n'y a pas non plus envie de se blesser avant le match à Basse. Alors on va leur laisser le... Même Bénéfice si du doute. Morgan Paradis, on n'avait pas la tête à la Coupe Oui, d'Europe. bien sûr, Mais bon, il ne va pas dire autre chose. inconsciemment... Ouais, il va pas dire autre chose. Mais on a bien vu sur certains joueurs de devant qui d'habitude sont un peu plus de peps quand même. Alors on va leur laisser le bénéfice du doute et on verra vendredi, même si ça va s'annoncer compliqué effectivement. Donc ça veut dire qu'on fait le service minimum du côté de l'ASM Mais non, mais il y a aussi une forme d'inconscience, c'est Ouais, mais compliqué. ça passe en plus. Enfin, je veux dire, ça passe. Parce que c'est Agen aussi. 13e, je crois. C'est une équipe qui, normalement, est dans les clous et dans les cordes. Hein. Quoique la dernière équipe qui était venue, l'une des précédentes équipes qui était venue au Michelin en n'étant pas bien classée avec une équipe soi-disant bis, c'était la section paloise. Et bon, on sait comment ça s'était terminé. Mais il n'y a pas vraiment de surprise en fait. Si on veut être tout à fait honnête, on reprend les déclarations d'Azema ou de Seb Bourdin dès l'été. Ils s'attendaient à ça. Hein. C'est très compliqué. L'ASM, il ne faut pas oublier, a joué la finale du championnat, est allé au bout de la petite Coupe d'Europe. Il y a eu 3 semaines et demie de vacances. On reprend derrière, c'est trop court. Donc il faut remettre la meule, il faut repartir. Il y a beaucoup de blessés, il y a les absents, on fait jouer les mêmes joueurs, on tire sur les cordes. Il n'y a pas de miracle, au bout d'un moment ça coince. Alors effectivement, ce serait bien qu'ils retrouvent du monde, notamment devant, et un peu de fraîcheur. Le match à Basse va être intéressant, notamment sur un point, c'est sur l'entame de match. Tu l'as souligné Valérie dans plusieurs papiers. Oui, on en a déjà parlé face à Agen. Voilà, mais encore une fois, s'est reproduit le scénario. Tu attaques le match en étant mené quasiment. Enfin, tu te réveilles quand tu es mené. On l'a vu à l'Ulster où ça avait été compliqué, l'entame de match. Et cette rencontre si importante à Basse, parce qu'il faut que la SM gagne ce vendredi, c'est obligatoire pour conserver. Enfin, en gagnant, ça serait mieux. Ce serait mieux. Voilà. On va voir quelles réponses vont apporter les Clermontois, et notamment sur l'entame de match. Car pour l'instant, depuis le début de la saison, Clermont a quasiment loupé toutes ses entames. Donc, j'attends de voir, notamment sur l'entame, s'il y a ce répondant et s'il y a cette petite révolte du côté de l'ASM. Mais normalement, l'ASM part favori. Enfin, je veux dire, Basse a perdu en championnat, si je dis pas de bêtises, face au Saracens. Bon, là, c'est sûr, c'est la grosse équipe. Mais elle n'a pas gagné le moindre match en Champions Cup. Là aussi, je dis une bêtise ou pas? Non, ils ont perdu chez eux. Bon, ils ont une action pour gagner le match. De peu contre l'Ulster, en effet. La dernière journée, leur joueur Vendange la passe. Sinon, je crois que c'est Stockdale qui sauve la mise de l'Ulster. Voilà, et ils perdent pas. C'est pas une énorme défaite au Harlequins derrière. Faut pas croire que la SM va aller se promener, et aller au bain-douche là-bas. Hein. Quelles sont les prévisions météo? Tu parles de bain-douche. C'est souvent qu'il pleut. Non, mais c'est par rapport au passé thermal, l'histoire thermale de la ville de Basse. Romaine. Voilà. Oui. Eh bien, on surveillera tout ça. On va clore ce débat pour ouvrir une page maintenant auto-promo et vous annoncer la sortie demain, mardi 3 décembre, d'un hors-série consacré au stade Marcel Michelin. Alors, un bel ouvrage de plus de 100 pages qui évoque l'histoire de ce stade inauguré en décembre 1911, un stade qui a vu évoluer sur sa pelouse tant de grands joueurs. Messieurs, rapidement un souvenir qui vous revient en tête lorsqu'on évoque le stade Marcel Michelin. Jeff? Alors l'anecdote que j'ai, c'est j'étais revenu sur Clermont depuis peu. C'était pendant la Coupe du Monde de 2015. Il y avait eu une journée de travail commune entre l'ASM et de Franck Azema et le
Stade Aurillacois à l'époque, Jérémy Davidson. Et donc il y avait une journée d'entraînement, de travail, avec en opposition, étant donné qu'il les deux étaient impactés par la Coupe du Monde. Et puis c'était une belle initiative. C'était quelque chose de. Je sais que les gens du Stade Aurillacois avaient été très sensibles au fait que l'ASM leur propose de venir passer une journée dans son tout nouveau centre d'entraînement et de perfectionnement qui venait juste d'être inauguré d'ailleurs, et de travailler avec ces internationaux, du moins ces joueurs qui étaient là et présents pendant que les autres étaient à la Coupe du Monde. Valérie, il y en a beaucoup. J'imagine. C'est difficile. T'as assisté à pas mal de matchs là-bas. Non, moi je dirais alors je me souviens un souvenir, c'est le match de 99 au mois de novembre contre Cardiff en Coupe d'Europe pour l'inauguration de la tribune Auvergne. Oui. Et voilà, ça avait été un grand match. On avait passé une superbe journée. Ça a été très chouette. Et puis je pense que c'est là où le club en fait a commencé à basculer dans une autre dimension. Même si ça a été difficile pendant 5-6 ans, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites après, il y a eu beaucoup de problèmes. Et voilà, je pense que c'est là où le club s'est dit, au moment ils avaient décidé de prendre le pied et de s'impliquer complètement dans le professionnalisme. Et c'est là où le club s'est lancé véritablement. Il a hoqueté au début. Après, il y a eu l'arrivée de Fontès, il y a eu l'arrivée de Cotter. Là, on a changé de dimension. Et voilà, je pense que ce jour-là, ça a été un petit déclic. Manu, une victoire du CA Brive, non ? Souvenir à raconter, non D'autres, oui. Hein une victoire du CA Brive au Michelin, c'est pas ça ton meilleur particulier, mais non, je vais revenir moi sur mon premier match de Coupe d'Europe au Michelin. Alors c'était un match un peu particulier pour nous à l'époque. C'était le premier match qu'on couvrait pour le site Sport Auvergne. Le site sportauvergne.fr avait été lancé 2 jours avant. 2 jours avant. Et c'était un match contre Northampton en quart de finale de Champions Cup. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais quand même été frappé par l'ambiance qu'on peut retrouver au Michelin les jours de Coupe d'Europe. Toujours une belle ambiance au stade, mais à chaque fois le curseur, les joueurs haussent le curseur pour les matchs européens, mais le public aussi. Les supporters aussi. Et je me souviens de cette ambiance ce jour-là pour ce match qui avait été largement remporté par l'ASM, qui avait réalisé une énorme entame de match. Il y avait un grand Nika Bendanot, je me souviens, ce jour-là. J'ai plus le score exact en tête, mais ça avait été une large victoire. 15, non je sais pas. Pas eu là. Hein. Voilà. Je ne me rappelle plus, mais une large victoire clermontoise. Bonjour à tous ceux qui ont connu le Minitel. Mais alors, c'est pas une gloire d'avoir connu le Minitel. Ça ne pouvait venir que de toi. Allez, mythique Stade Michelin, en tout cas, c'est un hors-série du magazine Sport Auvergne pour la modique somme de 6,90 €, disponible chez votre marchand de journaux et sur la boutique en ligne du groupe Centre France. Voilà, vous savez tout. Vous avec écoutez des excellents papiers de Jean-François et de Valérie. Tout à fait, et d'autres. Même. Ah oui, d'autres. De grandes plumes. Vous écoutez Simon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, bien évidemment. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Ton top, Jeff, s'il te plaît. Mon top, c'est l'UBB. C'est l'UBB, je regarde le classement, voilà, deuxième à 1 point de Lyon. L'UBB qui a été faire une très très grosse performance à la Arena. Quelle deuxième mi-temps à la Paris La Défense Arena. Face au et le dernier ferme la porte dans cette salle de spectacle de la banlieue parisienne. Non. Urios était content. Hein. Ah non, mais un très 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 grand match de l'UBB. Pas Bordeaux là. Un très très grand match de l'UBB. Et puis bon, alors certes, il va partir, paraît-il, pour la modique somme de un peu plus de 1 salaire supérieur à 1 million d'euros par an, mais Radradra, c'est génial à avoir joué, voilà quoi. C'est comme Raka, c'est comme Vakatawa, ça donne envie. C'est des gamins comme ça qui donnent envie d'aller voir des matchs. C'est extraordinaire de voir ces mecs-là. Après, à 20 mètres, lancé comme il était, laissé de la victoire à 20 mètres. Un petit cadrage débordement, tic-tac, je reviens à l'intérieur, un petit raffut, il force même pas quoi. Ça a l'air tellement facile à le voir. Comme vous à vos plus belles heures, Jean-François. Oui, c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. C'était au siècle dernier. Non, c'était au siècle dernier. Les terrains de Dreux s'en rappellent. Non, la perte de l'UBB, bien sûr. Une semaine après le monstrueux match des Franciliens, c'est pas les Parisiens, des Franciliens à Thomson Park, aller gagner. Contre eux, c'est quand même 3 défaites à la maison pour le Racing. C'est fort pour l'UBB. Clermont. Ton top, Valérie. Un nul contre Clermont. Non, je me trompe avec la saison d'avant, c'est ça. Ce sera début janvier, je crois. Là, ça passe vraiment trop vite. Le 4 janvier. Le 4 janvier. Exact. Voilà. La revanche. Voilà. Valérie, ton top, s'il te plaît. J'ai un petit éclairage sur le talonneur d'Agen, qui est venu jouer là, Loris Zarantonello. 19 ans, il n'avait jamais été titulaire en top 14 et il a fait un très beau match. C'était vraiment sympa. Preuve qu'il y a des joueurs français intéressants. On l'avait jamais vu
Il a fait quelques minutes de ci, de là, et là, il fait une très belle prestation. D'ailleurs, le public il a été applaudi, ouais. à sa sortie. Ouais. Et voilà. Il y a plein de bons joueurs français. On parlait tout à l'heure en parlant du match Brive-Stade français hier. Un jeune qui a été formé à l'ASM, qui est aujourd'hui au Stade français, Amdaoui, derrière. Très bon. Voilà. Donc, bonne nouvelle pour Fabien Galtier. Ben non, mais il y a des bons joueurs. Il ne faut pas désespérer. Ton top, Manu? Mais justement, parler du match Brive-Stade français, ce sera un briviste, c'est Julien Blanc, le demi de mêlée, qu'on a déjà vu très bon, fils d'Éric, qui enchaîne les bonnes performances avec Brive, qui est vraiment le titulaire à la mêlée et qui a encore été très bon hier. Il est dans tous les bons coups. Alors, il y avait un très bon Muller également aussi, mais c'est vrai que Blanc, il sent les coups, il joue rapidement les pénalités. Souvent, c'est lui qui débloque les situations. C'est encore cette image en première mi-temps là, sur une percée qu'il fait. Il prend le temps de prendre l'information, il voit Muller qui était face à un troisième ligne, il tape le petit coup de pied à suivre dans l'embut, ça se joue à quelques centimètres, mais c'est un neuf qui sent les coups. Voilà, franchement, un très bon joueur, et j'espère pour lui qu'il va poursuivre sa progression et pourquoi pas le retrouver un jour un petit peu plus haut. Allez, on passe au flop, Jeff. Mon flop, c'est malheureusement le Stade Riacois. Quatrième défaite de la saison. Mon club de cœur, quatrième défaite de la saison à domicile. Non, pas consécutive, parce qu'il y a eu le succès bonifié contre Provence Rugby entre les deux épisodes de défaite. J'étais dans le Cantal la semaine dernière, je raconte un peu ma vie, mais les supporters commencent à être inquiets là. Oui, voilà. Donc il y a de quoi être inquiet en effet. Je lisais l'interview du président, oui, a priori, oui, il n'y a pas de rejet du staff vis-à-vis le groupe ne rejette pas le staff, donc, mais bon, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça coûte très cher de le virer le Sudaf là. Oui, je pense pas qu'il est, c'est lui qui a le plus de responsabilité désormais, mais je sais pas ce qui se passe, c'est malheureux parce que on a vu disparaître. Je ne le souhaite pas, hein, j'espère que je me trompe, mais depuis 5-6 ans, on a vu disparaître des places fortes du rugby professionnel comme pouvaient l'être Auch, Albi, Narbonne, Tarbes, Dax. J'espère que le prochain, ce ne sera pas le Stade Aurillacois. Je l'appelle j'espère un réveil, une révolte, quelque chose. Parce qu'il y a de la qualité en plus, hein, collectivement, individuellement, il y a d'excellents joueurs dans cette équipe. Hein. Et je ne sais pas pourquoi elle a du mal à performer, notamment à domicile, où c'est là qu'on bâtit son maintien. Les réceptions de Rouen et Valence-Roman seront décisives et déterminantes sur la phase retour. Ton flop, Valérie, s'il te plaît. Les conditions de jeu du match Pau-Toulon. Donc c'est vrai que là on parlait de douche anglaise tout à l'heure. Voilà. Et donc t'aurais pu dire la pelouse alors aussi. Hein. Ça va de pair de toute façon. Alors on sait que souvent c'est gras à Pau. Hein. Là il tombe souvent des halbardes, mais là franchement c'était pénible et je pense à jouer et à regarder. C'était voilà, surtout ça piquait, ça faisait mal aux yeux après la deuxième mi-temps de Racing Bordeaux. Ouais, voilà. Donc jouer des matchs. J'ai pensé à Edzebet qui était arrivé la veille à Toulon, qui avait dit oui, je sais qu'en France le jeu est un peu plus lent. Alors là, c'était pas lent, c'était assez pénible et ça apporte rien. Donc voilà. Faut mettre un toit sur le stade. Non, mais peut-être qu'il aurait fallu décaler ce match, effectivement. Mais le problème, c'est que comme le rugby essaye de faire entrer 2 litres dans une bouteille d'1 litre, on peut pas se permettre de repousser, de décaler. C'est une vraie catastrophe, mais c'est vrai que là, voilà. Si on avait attendu 24 heures, ça aurait été peut-être beaucoup mieux quand même pour tout le monde. Ou alors pourquoi pas passer à des pelouses hybrides ou... Allez, soyons fous, même synthétiques. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Mais des pelouses hybrides, je suis il y a elles tiennent beaucoup mieux que les. Oui, non, elles bougent pas les pelouses hybrides. Elles bougent pas. Regarde, Toulouse y est passé, voilà. Après la SM. Il y a quelques années, Oyo s'était mis au synthétique. Bon, alors je suis pas un défenseur du synthétique. Hein. La défense, du moins le Racing aussi évolue sur un synthétique. Non, mais le match Racing Bordeaux s'explique aussi par la qualité des conditions de jeu. Voilà. Le jeu donc, mais là c'est toi fermé, pas de vent. Non mais c'est vrai qu'à Pau, c'est vrai que bon, s'il y a un endroit où on mériterait peut-être de mettre avec Bayonne, de mettre des pelouses sinon synthétiques au moins hybrides, c'est bien là-bas. Les clubs et les villes, parce que souvent ce sont les villes qui sont propriétaires des stades, ils viendront, je pense. Alors certes c'est un investissement, mais après je pense que sur du long terme, ça évite de changer les pelouses tous les 4 matins. Surtout qu'à Pau, on a un stade absolument magnifique maintenant, qui est vraiment très chouette, très beau, avec une très belle ambiance, un très bel hymne. C'est très sympa. Il y a que la pelouse qui est pas à la hauteur. Allez, ton flop, Manu. Alors je vais parler
parler de l'arbitrage, j'ai pas forcément l'habitude de taper sur les arbitres. Le pavé dans la mare. À l'antenne, tu veux dire? Ouh là là, Non, parce mais que sinon. c'est fini, oui. Monsieur Carillo, là, qui a arbitré hier le match d'Issoire contre Drancy, a eu quelques décisions en deuxième mi-temps qui ont fait réagir le public issoirien. Alors, il a refusé 3 essais aux Issoiriens. Alors, soit, il y en a un qui fait beaucoup parler, et pour en avoir discuté avec Romain Martial, pourtant, Romain Martial, maintenant qui a roulé sa bosse sur pas mal de terrains, on peut lui faire confiance. Un essai de Valentin Boissé refusé pour une passe en avant, et l'arbitre de champ est venu consulter l'arbitre de touche, d'après les dires de Romain Martial, qui était juste à côté, c'est lui qui me racontait ça à la fin du match. L'arbitre de touche lui dit il n'y a pas en avant, tu peux accorder l'essai, et l'essai a finalement été refusé pour un en avant, et Romain Martial, du coup, ne comprenant pas cette décision, est allé voir l'arbitre de touche pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu lui as dit, et l'arbitre de touche lui a dit c'est pas moi qui suis arbitre de champ. Il a peut-être reçu un coup de fil de Bernard Laporte. Donc en tout cas voilà, ça fait beaucoup jaser, et c'est vrai que les décisions, faut pas contredire l'arbitre de champ au-delà dans n'importe quel sport. Au-delà de ces essais, c'est vrai qu'il y a une équipe dominante hier, c'était Issoire, c'est incontestable, qui a gagné tous ses duels, et généralement l'équipe qui domine est souvent récompensée par l'arbitrage, et lors des 20 dernières minutes ça n'a pas du tout été le cas hier, avec des pénalités sifflées, et chaque faute issoirienne se soldait quasiment par un carton. Donc voilà, ça a fait beaucoup parler, et il y avait pas mal de frustration chez les Issoiriens à la fin du match. Donc voilà, il est colère Manu, il est colère. Non, mais non, mais t'as raison Manu, t'as raison. En espérant qu'on voit pas un derby Issoire-Aurillac l'année prochaine. On fait la lune. Allez, on va pas parler des choses qui fâchent, on va rester là, ce podcast est bientôt terminé. Mais avant de nous quitter, place au quiz. Alors on va commencer avec le jeu du parcours, vous le connaissez, je vais vous citer des noms de clubs, ça correspond à un joueur, à vous de trouver. Si je vous dis Castres, Stade Français, Clermont et Lyon. Girondeau. Non. Pardon ? Girondeau ? Non. Castres, Stade Français, ASM Clermont et Lyon. Castres. Alors c'est dans cet ordre-là ? Oui, non, c'est quelqu'un qui a joué 3 ans en Auvergne au poste de demi-de-mêlée. Lazerge. Mathieu Lazerge. Ah ouais. Effectivement, et qui a entraîné le Loup de 2007 à 2010. Avec Raphaël Saint-André. Ouais, que Tim Len aimait beaucoup. Tout à fait. Une petite question. Quel club français a fourni au staff de l'équipe de Bath des cassettes décortiquant le jeu de l'ASM juste avant la finale de mai 2007 ? Toulouse. Pas Toulouse. Ah, 2007. Ouais. Finale du Challenge européen qui a vu la victoire de l'ASM face au club anglais. Il y a un club français qui a fourni des cassettes. Toulon. Qui décortiquait le jeu de l'ASM. Le Stade Français. Montpellier. C'est le Stade Français qui avait donné ces cassettes à l'équipe anglaise, mais ça n'a pas marché puisque l'ASM l'avait emporté. C'était pas l'époque où c'était Connolly, non, qui était passé par un entraîneur. Ouais, alors là, c'était en 2007 en tout cas. Le 10 avril 2004, cette fois, en demi-finale du Challenge européen, l'ASM s'incline face à Bath 29-15. Lors de cette rencontre, il y a un joueur clermontois qui a pris un carton rouge. De qui s'agissait-il ? 2004. En 2004, tout à fait. Deuxième ligne. Priva. Non, pas Priva. Je dirais le compte. Non plus. C'est dans le pack. Il a été sanctionné à la 50e minute après un deuxième carton jaune. Galasso. Non. Brousé. Non. Allez, je vous donne la réponse. Ah bah oui. Christophe Buron n'est pas là. David Gabin. David Atoub. Ouais. C'est lui qui a pris le carton rouge. Une dernière question. Parmi les joueurs les plus célèbres ayant porté les couleurs de Bath, figure sur la page Wikipédia consacrée au club anglais 3 joueurs français. Je prends mes précautions. Il y a Lombard, non ? Alors, 3 joueurs. Ben non, il a joué à 3 joueurs français Worcester, pardon. qui ont porté les couleurs de Bath Rugby. Il y a un joueur dont on a cité le nom il n'y a pas longtemps. David Bory. Il y a David Bory. Il y a un joueur dont on a cité le nom il n'y a pas très très longtemps, là, vous avez cité. Putain, on a dit tellement de bêtises aussi. Surtout toi. Donc David Bory. J'ai dit qui, moi Alessio Galasso. Et le troisième. Alors le troisième. C'est aussi Non.
Il est né à Paris. Il a joué à Montpellier, à Brive et à Biarritz, entre autres, parce qu'il a dû porter d'autres couleurs. Gachvili. Jacques Boussuge, excellente réponse de Manu Caillot. Voilà donc pour le quiz, messieurs. Bravo, ici Montferrand est maintenant terminé. Vous pouvez télécharger ces épisodes sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, messieurs, et à bientôt. Au revoir. Merci Martial.